Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. C'est une première en 150 ans aux États-Unis. Le secrétaire à la sécurité intérieure a été inculpé par la Chambre des représentants. Un vote très, très serré, le 214 pour, 213 contre. Je rejoins Stéphane Bureau à Paris pour en parler. Salut Stéphane. Il n'y a rien comme être à Paris pour parler des États-Unis. Ça, c'est vrai. Une certaine distance, hein? C'est parfait. Ça donne un peu plus de perspective. Mais l'actualité américaine frappe à la porte où que tu sois dans le monde de toute façon. Ça, Et c'est effectivement, ce dernier psychodrame, si on doit ainsi appeler les choses, dernier en date, vote très serré à la Chambre des représentants hier, qui va ordonner un peu le calendrier politique pour les prochaines semaines. Je pense pas que ça va durer très, très longtemps au Sénat, parce que c'est là que le procès est instruit. Mais pour l'instant, les inculpations, les actes d'inculpation, c'est à la Chambre basse, à la Chambre des représentants que ça se passe. On l'a vu avec M. Trump il y a quelques années. On l'avait senti une première fois pour les plus âgés avec M. Clinton il y a plusieurs années de ça. Et là, on voit qu'on est en train de rejouer dans la même pièce. Donc, 214 voix républicaines et 213 mais qui ne sont pas que des républicains, parce que si je ne me trompe pas, c'est 210 démocrates et 3 républicains qui ont voté contre la majorité, donc contre les leurs. Ça aurait pu être autre chose. D'ailleurs, c'était leur deuxième tentative. Oui, et tu pourrais me demander pourquoi, puis je te dirais, parce que les républicains ont la majorité, aussi mince soit-elle. Donc, comme ça n'a pas passé la semaine dernière, ils se sont dit, on va prendre une chance, on va essayer de voter une deuxième fois. J'étais en train de dire, en fait, que ça aurait pu être autre chose parce qu'il y avait des démocrates qui se sont pas présentés. Je pense qu'il y en a 2 qui étaient en Floride avec un bris mécanique. C'est donc dire que le whip, le préfet de discipline du parti, a senti très bien le vent. Puis c'est peut-être dit, OK, on y va, il y a une courte fenêtre, on fait voter, puis on espère que ça va passer. Alors, ça a passé très justement, et ça fait effectivement que la mécanique de ce qui pourrait ressembler à un cirque, ça dépend évidemment des points de vue, s'est mise en place depuis hier, mais on peut pas l'éviter, ça va se retrouver au Sénat. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche, d'abord, effectivement, tu l'as dit, c'est le secrétaire à la sécurité intérieure. Si on était en France, on parlerait du ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité publique chez nous. C'est le super ministre responsable de ce qui se passe aux États-Unis. Il se trouve qu'aux États-Unis, à la frontière sud, il y a un petit souci. La frontière est comme une passoire. L'administration Biden ne s'est pas particulièrement illustré dans la gestion de la frontière. On avait voulu très tôt, en 2021, quand a commencé l'administration Biden, faire la démonstration que ceux qui étaient aux manettes donneraient une patine peut-être un peu plus humaine, humaniste, je sais pas qu'on doit appeler ça, à ce problème d'immigration, pour l'essentiel illégal à la frontière avec les États-Unis. On avait beaucoup montré du doigt le mur de M. Trump. Alors aujourd'hui, l'administration Biden ne construit plus de murs, ce sont des entraves à la circulation. On notera ici, entrave à la circulation, ce n'est pas un mur, c'est un bel euphémisme, c'est de la sémantique, mais on est toujours dans la même patente. Mais ceci étant dit, politiquement, parce que M. Trump avait fait pendant 4 ans de la répression de l'immigration illégale son cheval de bataille, les démocrates et M. Biden avaient dit, ils avaient compris que c'était payant de changer de ton. Est-ce qu'ils ont changé de méthode? En tout, non, mais au total, assez pour que ça ne marche pas du tout. Alors évidemment, encore une fois, ça dépend des points de vue. Si tu penses que les vocations de frontières, c'est d'être effacé, ou la vocation des frontières, c'est d'être effacé, à ce moment-là, c'est un succès sur toute la ligne parce qu'on bat des records d'immigration illégale aux États-Unis. Alors, janvier, apparemment, il y aurait une légère réduction. C'est très difficile de faire les chiffres parce que par définition, ceux qu'on n'attrape pas, qu'on n'intercepte pas, ils lèvent pas la main pour dire on est rentré. Mais au mois de décembre, c'était à peu près 300 000 illégaux. Puis les calculs, c'est que pour une personne arrêtée, interceptée, il y en a peut-être une autre, sinon davantage, qui ont passé la frontière sans qu'ils ne soient vus. Donc, fais le calcul. Mettons qu'on double. Ça fait 600 000 illégaux par mois, si on garde le ratio du mois de décembre. Multiplie ça par 12, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors évidemment, ça fluctue, mais tout ce qu'on sait de façon certaine, c'est que 2023
est une année à peu près record, qu'il n'y a pas de précédent. Alors, qu'est-ce qu'on reproche au secrétaire de l'Intérieur ou au secrétaire responsable de la sécurité intérieure? C'est d'avoir fait en sorte que cette frontière devienne une passoire, qu'il n'ait pas assumé ses responsabilités, qu'il n'ait pas été au poste, au garde-à-vous, pour faire en sorte que cette hémorragie, parce que du point de vue de ceux qui disent que c'est un problème, c'est une hémorragie, il y a enfin, on parle même d'invasion. Et aux États-Unis, de plus en plus, mais c'est ailleurs vrai, puis c'est un concept que j'ai de la difficulté à traduire en français, c'est la weaponization de l'immigration, c'est-à-dire la transformation ou l'armement des politiques migratoires ou de transformer les politiques migratoires en armes. Enfin, en armes politiques, c'est en tout cas une façon de faire qui est de plus en plus montrée du doigt. Et ce qu'on dit à monsieur ou de monsieur Mayorkas, c'est qu'il n'a pas été capable de ralentir le flot et que pour ça, il aurait commis des crimes ou des délits majeurs, high crimes and misdemeanors, et ce qui justifie qu'il soit traduit devant ce tribunal un peu exceptionnel qui est celui du Congrès, prévu dans la Constitution, pour ce genre de crime, de délit, et qui est instruit, comme je le disais tout à l'heure, au Sénat, parce que c'est les sénateurs qui devront décider si oui ou non il est coupable de quelque chose. Est-ce que c'est en train de devenir, tu l'as abordé brièvement, parce que président Trump, il a fait face 2 fois plutôt qu'une. Là, on fait le coup au secrétaire à la sécurité intérieure. Est-ce que c'est rendu un cirque, Stéphane? Il y a de sérieux risques que ce le soit parce que le processus de destitution, c'est l'arme atomique. C'est ce que tu utilises en dernière instance. Tu ne veux pas badiner avec ça. C'est un outil inscrit dans la Constitution pour justement, quand tu es allé au bout de tous les recours, permettre au personnel politique de mettre des secrétaires, le président, des juges de la Cour suprême en face de leurs responsabilités et de les forcer à démissionner. C'est pour ça que la procédure est compliquée. Dans un premier temps, donc, on commence à la Chambre des représentants pour faire enquête, s'assurer qu'il y a de quoi, qu'il y a de la fumée et peut-être un bout de feu. Et ensuite, au Sénat, faire un procès où l'accusé, dans ce cas-ci, ça va être M. Mayorkas, aura une représentation pour le défendre et où les procureurs qui viennent de la Chambre des représentants, ce qu'on appelle les managers, vont présenter leur dossier en disant ça justifie qu'il soit démissionné. Alors, la question du cirque, c'est pas nouveau. Dans le cas de M. Clinton, c'est la première fois de notre vivant qu'on avait eu affaire à un procès de destitution. Pour rappeler que M. Nixon était visé par le processus, mais qu'il a démissionné. Exactement, il a eu le bon goût, le 8 août 1974, si ma mémoire me sert bien ici, de dire « je vais me pousser » plutôt que de faire face à cette ignominie. M. Clinton, au départ, c'était une enquête qui aurait pu, de façon indirect, indiquer qu'il y avait ce genre de crime, de corruption. C'était l'affaire Whitewater, une transaction avec beaucoup de couches, difficile à comprendre en Arkansas à l'époque où il était gouverneur, qui impliquait aussi apparemment sa femme, Mme Clinton, Hillary Clinton. Et c'est le prétexte qui sert au procureur spécial, Kenneth Taylor, à faire enquête. Puis finalement, Ken Taylor Kenneth Starr, pardon, je m'excuse. Kenneth Starr va décider de s'acharner sur le fait que le président Clinton a menti sous serment au sujet d'une relation sexuelle. Et toute l'affaire s'instruit sur ce mensonge-là. Alors, à la question du cirque, il y avait un peu de ça, puis c'est clair que M. Starr, très républicain, ne voulait pas lâcher le mollet de Clinton. Dans l'histoire de M. Trump, est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelait un quid pro quo, c'est-à-dire est-ce que le président Trump, et non pas un quiproquo, est-ce que le président Trump, effectivement, aurait demandé dans une conversation téléphonique avec M. Zelensky, écoutez, j'aimerais que vous fassiez la lumière sur les agissements de mon adversaire politique, en l'occurrence Joe Biden, avant que je vous envoie de l'aide militaire. Exactement, c'était au sujet du fils de Joe Biden. Or, on sait depuis que M. Biden s'est effectivement mêlé très directement de faire congédier en Ukraine un procureur qui enquêtait, entre autres, sur l'entreprise sur laquelle le fils de M. Biden, Joe,
Hunter Biden, donc son fils, était membre du conseil d'administration. Et là, il n'y a pas d'équivoque possible, on sait. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres raisons pour que les Américains fassent pression sur les Ukrainiens pour qu'ils congédient ce procureur? Mais ça ressemble quand même à, je dirais, de l'ingérence dans les affaires d'un pays étranger. Et au sujet du quid pro quo, il n'y a pas d'équivoque possible parce qu'il y a une clip qui circule, puis elle n'est pas montée, pas triturée. C'est un extrait de Joe Biden lors d'une visite à Kiev où il dit en fait, c'est faux, je m'amende. C'est un discours qu'a prononcé M. Biden aux États-Unis où il racontait ce voyage. Et il dit Moi, j'ai très clairement dit aux Ukrainiens, si vous vous débarrassez pas du procureur, vous ne l'aurez pas notre aide. Puis on parlait d'1 milliard ou quelque chose comme ça. Si vous pensez que moi, je suis juste l'espèce de porte-parole impuissant de la Maison-Blanche, appelez mon ami Barack Obama, il va vous confirmer. Pas d'argent si vous congédiez pas le procureur. Ah ben. Intéressant. Ça pose de vraies questions. Alors, est-ce que c'était à cause de ce que son fils aurait pu être identifié pour avoir des rapports particuliers, incestueux avec le pouvoir à Kiev? J'en ai aucune idée. Est-ce que son fils était sur le conseil d'administration d'entreprise parce qu'on voulait acheter de l'influence auprès de son père? Je peux pas te dire ça. Ce que je peux dire, c'est que le quid pro quo est assez facilement démontrable. C'est ce qu'on a reproché au président Trump plus tard, qui s'est d'ailleurs jamais caché de dire « Oui, moi je voulais qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé, puis j'étais prêt à faire pression sur les Ukrainiens. » Pour certains, c'était un high crime and misdemeanors, c'était une raison valable. Les démocrates, quand ils ont fait leur enquête, ont dit « Ça tient pas la route. » Il y a d'ailleurs un républicain, Mitt Romney, qui a voté au Sénat sur un des chefs d'accusation pour destituer M. Trump. Le reste de tous les républicains, évidemment, se sont opposés à ça. La question du cirque, c'est évident que c'est en train de se transformer, en tout cas, en un rituel politique facile. C'est de moins en moins exceptionnel. Et je pense qu'en ce moment, les républicains à la Chambre basse font une erreur. Je comprends que politiquement, c'est très payant. Ça montre que sur la question de l'immigration, ils ont les deux yeux braqués sur la frontière, qui sont prêts à tout pour que ça arrête. Mais je pense que l'invocation de ces procédures uniques et particulières de destitution pour se débarrasser de l'homme qui serait responsable de la saine gestion de la frontière ne fait pas pour autant la démonstration qu'il est corrompu, qu'il a commis un crime. Est-ce que sa bonne administration est en cause? Est-ce que son jugement peut-être? Mais sont-ce des high crimes and misdemeanors? Je ne pense pas. Et on est en train donc de galvauder un outil essentiel de cette Constitution américaine, de faire perdre du temps aussi au processus politique qu'on dit déjà très polarisé, parce que dans les faits, ça veut dire que le Sénat va avoir à être saisi de ça. Éventuellement, je pense que ça sera le patron de la Cour suprême, le juge en chef, qui va présider. Ça va devenir, c'est des procédures très sérieuses et compliquées. C'était pas arrivé souvent, puis c'était peut-être une bonne affaire. Ça disait quelque chose qu'en général, on ne doute pas trop du personnel politique. Je dis bien pas trop. Là, ça trivialise, en tout cas, disons les choses comme ça. Merci Stéphane pour la discussion. Et on reviendra sur la question du Texas, parce que je te l'ai dit lundi, on passe toujours pas vraiment à côté, mais c'est une histoire fascinante que ce conflit qui oppose en ce moment le gouverneur du Texas et plusieurs gouverneurs républicains, mais aussi démocrates, et le gouvernement fédéral sur la question de la protection de la frontière. C'est un bras de fer, hein? C'est deux visions complètement différentes. Parfait, c'est un rendez-vous dans un prochain épisode, Stéphane. Ciao.